Vous êtes le médecin royal du palais de Madrid en 1834. Le roi Ferdinand VII vient de mourir, mais votre tâche n'est pas terminée. Dans les appartements privés du défunt, la reine régente Maria Cristina vous fixe de ses yeux rougis de larmes et vous demande l'impensable, préserver une partie du corps du roi. Pas son cœur, pas son cerveau, mais son organe monstrueux, devenu légende clandestine de la cour. Vos mains tremblent quand vous soulevez les draps. Ce n'est pas seulement un cadavre que vous contemplez, c'est la matérialisation d'un règne déformé, cruel et pathologique. Pour comprendre ce que vous vous apprêtez à conserver, il faut remonter à la naissance de Ferdinand en 1784, fruit empoisonné de siècles d'inceste entre Habsbourg et Bourbon. Dès l'enfance, le prince révéla la marque cruelle de cette lignée, une difformité génitale d'une ampleur telle qu'elle dépassait la compréhension médicale. Les médecins décrivirent un membre long de 25 cm au repos, fin à la base mais s'élargissant jusqu'à une extrémité monstrueuse, courbée, ornée de tissus excroissants. Un organe si étrange qu'il semblait venu d'une caricature anatomique. Dans une Europe où l'idéal aristocratique était celui de la discrétion et de la finesse des traits, Ferdinand se vivait comme un monstre. La honte le rongeait, attisé par les rires étouffés de serviteurs et les rapports moqueurs d'ambassadeurs étrangers. Ce qui aurait pu flatter l'ego d'un homme moderne devint sa malédiction. Peu à peu, l'humiliation forgea en lui une paranoïa venimeuse. Il se persuadait que chaque sourire était une insulte, chaque salut un sous-entendu. Pour compenser cette impuissance intime, il développa un goût précoce pour la cruauté. Un page surpris à le voir nu fut fouetté et sa famille exilée. Les courtisans apprirent à craindre ce jeune homme vindicatif. À l'adolescence, les médecins cherchaient déjà des solutions. On fit fabriquer des coussins spéciaux, des huiles, des instruments étranges pour rendre l'acte sexuel au moins praticable. Le prince s'empoisonna avec des élixirs d'alchimistes promettant de réduire son organe ou d'accroître sa fertilité. Tout échouait. Sa difformité devint une obsession, autant que sa quête d'un héritier. En 1802, Ferdinand épousa sa cousine Maria Antonia de Naples. Belle, naïve, pieuse, elle rêvait d'un mariage romanesque. La nuit de noces fut une révélation cauchemardesque. À la vue de son époux nu, elle cria « Monstre !» jusqu'à l'hystérie. Ce qui suivit n'eut rien d'un lit conjugal. C'était une scène clinique, avec médecins, oreillers spéciaux, laudanum pour endormir la douleur et instruments plus proches de la chirurgie que de l'amour. Maria Antonia, terrorisée, sombra dans la dépendance à l'opium. Ferdinand, humilié par son dégoût, devint encore plus brutal. Leurs tentatives de conception, répétées comme un rituel sadique, échouaient l'une après l'autre. 2 grossesses se terminèrent en fausses couches atroces, la seconde presque fatale. La jeune reine, brisée, mourut à 20 et 1 an en 1807, officiellement de fièvre mais en vérité détruite par la terreur, la drogue et le désespoir. La mort de Maria Antonia n'inspira chez Ferdinand ni remords ni compassion. Des rumeurs coururent qu'il l'avait fait empoisonner pour se débarrasser d'un corps jugé inutile. Lui-même se remit vite en quête d'une nouvelle épouse, persuadé que le problème venait de ces femmes, non de lui. Les médecins, eux, redoublèrent d'efforts, inventant des dispositifs de contention pour immobiliser ses partenaires et perfectionnant les coussins qui soutenaient son organe déformé. L'atelier du palais se transforma en laboratoire secret, moitié médical, moitié torture, où l'artisanat royal servait à fabriquer des instruments destinés à aider le roi dans ses devoirs conjugaux. Cette même année 1807, Ferdinand se compromit dans la conspiration d'El Escorial, cherchant à renverser son propre père Charles IV avec l'appui de Napoléon. Découvert, il trahit ses alliés sans hésiter, livrant leur nom pour sauver sa peau. Ce fut la première d'une longue série de trahisons qui marquerait son règne. Ferdinand utilisait les hommes, puis les écrasait quand ils devenaient inutiles. Son organe monstrueux avait façonné plus que son intimité. Il avait modelé un caractère vindicatif, paranoïaque et sans loyauté. Quand Napoléon envahit l'Espagne en 1808 et força Ferdinand à abdiquer, le prince disgracié devint prisonnier en France.
Les médecins napoléoniens, libérés des contraintes protocolaires, l'examinèrent avec un intérêt quasi scientifique. Leurs rapports, conservés dans les archives impériales, décrivent un organe digne de la mythologie, accumulation grotesque de malformations génétiques. Ils parlaient d'une « tempête parfaite » de troubles héréditaires, fruit direct des siècles de consanguinité des Bourbons. Tandis que l'Espagne saignait pour son trône, Ferdinand passait ses jours d'exil obsédé par ses problèmes sexuels, écrivant à des cours européennes à la recherche d'une nouvelle épouse, plus soucieux de sa lignée que du destin de son peuple. En 1814, il revint triomphalement en Espagne. Les foules l'acclamèrent comme un sauveur. Mais déjà, sa priorité n'était pas la reconstruction du royaume ruiné par la guerre, mais la poursuite de son obsession, trouver une femme capable d'endurer son cauchemar anatomique et de lui donner enfin un héritier. Ainsi commença la décennie maudite d'un roi dont le corps et l'esprit étaient aussi difformes que son règne allait l'être. En 1806, Ferdinand épousa Maria Isabelle du Portugal. Elle avait 19 ans, pleine d'espoir naïf. La cérémonie fut somptueuse, vitrine d'un royaume qui voulait encore croire en son roi restauré. Mais derrière les ors de la chapelle royale, la tragédie reprit son cours. La nuit de noces tourna à l'horreur. Malgré coussins, huile et dispositifs élaborés, le contact avec la difformité de Ferdinand fut si violent que les couloirs du palais résonnèrent de ses cris. Le lendemain, serviteurs et dames d'honneur trouvèrent draps ensanglantés et meubles brisés. Maria Isabelle, terrifiée, développa un bégaiement, des cauchemars incessants, et sombra dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un état de stress post-traumatique. Ferdinand interpréta sa terreur comme une insulte, sa paranoïa s'enflamma. Il fit surveiller la correspondance de la reine, suspecta qu'elle conspirait avec des puissances étrangères pour se moquer de lui. Bientôt, la chambre conjugale se transforma en théâtre médical grotesque. Anatomistes étrangers furent conviés à observer ses échecs, prenant notes et croquis comme dans un amphithéâtre d'université. Isabelle, humiliée, se vit traitée comme cobaye devant une assemblée d'hommes en redingote. Elle dépérit, perdit du poids, sombra dans une apathie morbide. 2 ans plus tard, en 1818, elle mourut, officiellement de épuisement nerveux, en réalité d'un traumatisme psychologique devenu insupportable. Ses dernières paroles, rapporta son confesseur, furent une prière de délivrance. Ferdinand, loin d'être endeuillé, cria au complot. Il fit ouvrir le corps d'Isabelle, chercha des preuves d'empoisonnement, fit arrêter ses dames d'honneur. Ses funérailles devinrent spectacle macabre. Le roi caressait le cadavre, murmurant sur le ventre qui aurait dû donner un héritier, et fit réaliser un masque mortuaire qu'il conserva dans ses appartements privés. Déjà, la folie du monarque contaminait tout son entourage. 1 an plus tard, il épousa Maria Josepha Amalia de Saxe. Plus âgée, plus informée, elle arriva préparée, accompagnée d'un médecin personnel et d'instruments chirurgicaux. Ce mariage devint presque une expérience scientifique. Les rapports décrivent des sessions conjugales planifiées, avec registres, notations, essais et échecs consignés comme dans un laboratoire. Mais malgré cette rigueur, la difformité de Ferdinand restait un obstacle insurmontable. Le roi voyait en sa femme une technicienne plus qu'une épouse, et sa paranoïa le poussa à l'accuser de partager ses secrets avec des espions saxons. L'Espagne, elle, sombrait. Les colonies d'Amérique proclamaient leur indépendance, et la propagande révolutionnaire se nourrissait de la honte royale. Pamphlets et caricatures circulaient, montrant Ferdinand comme un tyran impuissant, symbole vivant du déclin espagnol. Le roi, obsédé par ses échecs conjugaux, négligeait la guerre et la famine. Ses ministres attendaient des semaines pour prendre des décisions, suspendus aux humeurs d'un homme qui passait ses journées à consulter médecins et charlatans. En 1829, miracle inattendu, Maria Josepha tomba enceinte. Toute l'Europe retint son souffle. Ferdinand engagea garde et prêtres pour protéger cette grossesse, fit bénir les appartements, consulta astrologues et mystiques. Mais au 7e mois, la reine souffrit de complications graves. Le 18 mai, elle accoucha prématurément d'une fille qui ne vécut que quelques heures. 3 semaines plus tard, Maria Josepha mourut,
épuisés et infectés. Ferdinand, fou de douleur, refusa d'inhumer les corps, exigea des tentatives de résurrection grotesques et conserva masques funéraires dans ses appartements. Il ne voyait plus que spectres et échecs, hantés par l'impossible héritier. Et pourtant, à 45 ans, il se remaria une 4e fois. Sa nouvelle épouse, Maria Cristina de Naples, entra dans Madrid en 1829, déjà enceinte d'un autre homme. Ferdinand ferma les yeux. Il voulait un héritier à tout prix, fût-il le fruit d'une imposture. En 1830 naquit Isabella, future Isabella II. Pour le roi, ce fut une victoire empoisonnée. Il devait feindre de croire en sa paternité, tout en sachant la supercherie. Obsédé, il passa ses jours à scruter le visage de sa fille, à commander des portraits comparatifs, cherchant un signe qui la relierait à lui. L'enfant symbolisait à la fois son salut politique et son échec intime. Les dernières années de Ferdinand se transformèrent en cauchemars paranoïaques. Convaincu que Maria Cristina le trompait, il fit percer des trous dans les murs pour l'épier, entra la nuit avec ses gardes dans ses appartements, fit intercepter ses lettres, surveilla ses prières, ses lectures, ses conversations. Les goûteurs de la cour devaient attendre 30 minutes entre chaque plat, sous son regard de faucon, pour déceler des poisons imaginaires. Même la reine sombra dans l'angoisse. Ses lettres à Naples décrivent une cage invisible, une vie d'actrice forcée de jouer chaque geste sous l'œil soupçonneux d'un mari fou. Ainsi, la cour d'Espagne devint un théâtre de silence et de peur. Les courtisans parlaient à voix basse, inventaient un langage codé pour éviter toute interprétation malveillante. L'ombre de la difformité royale planait sur tout. Chaque mariage brisé, chaque femme détruite, chaque complot imaginaire renvoyait à la même origine. Ferdinand VII, monarque absolu, n'était qu'un homme brisé par son propre corps, et son royaume payait le prix de son anatomie monstrueuse. En 1833, Ferdinand VII s'éteignait enfin, usé par la goutte, les troubles digestifs et une paranoïa devenue ingérable. Ces derniers mois avaient été un mélange de délire et de lucidité morbide. Tantôt il ordonnait l'arrestation d'ennemis imaginaires, tantôt il appelait les fantômes de ses épouses mortes. Dans ses appartements, les masques funéraires de Maria Antonia, Isabelle et Josepha semblaient le surveiller, témoins silencieux d'un règne où la chambre à coucher avait pesé autant que le trône. Au palais, la reine régente Maria Cristina, enceinte de nouveau, comprenait que le véritable défi commençait. Il ne suffisait pas d'annoncer la mort du roi, il fallait protéger l'Espagne du scandale. Car Ferdinand n'était pas seulement un tyran haï, il était aussi un secret d'État ambulant. Ses difformités, ses obsessions et ses humiliations médicales avaient été soigneusement dissimulées pendant des décennies. Maintenant qu'il était mort, fallait-il laisser ces vérités éclater au grand jour? C'est là qu'entrait en scène la tâche du médecin royal. Dans la chambre mortuaire, sous les rideaux tirés, le corps inerte du roi portait encore la marque de cette anomalie qui avait gouverné l'Espagne autant que lui-même. La régente exigea qu'on conserve ce membre difforme, non pas comme relique d'un mari aimé, mais comme preuve biologique à sceller pour l'éternité. Une ironie cruelle. Après une vie entière à cacher son secret, Ferdinand allait l'emporter dans la mort comme un fardeau embaumé. L'autopsie fut menée dans le plus grand secret. Les médecins décrivirent un organe de 30 cm, difforme, bosselé, présentant des cicatrices internes, témoignant d'opérations clandestines. Ferdinand, selon ses notes, avait tenté dès l'adolescence de remodeler son anatomie avec des instruments rudimentaires, pratiquant une forme d'autochirurgie désespérée. Ces mutilations n'avaient fait qu'aggraver l'anomalie. Tout espoir de procréation naturelle avait toujours été illusoire. Le rapport d'autopsie, jugé trop dangereux, fut envoyé directement au Vatican, où il demeure scellé. Des copies partielles circulèrent dans des cercles médicaux clandestins. Elles décrivaient un monarque à la fois victime et bourreau de sa propre chair. Pour les contemporains, cela confirmait ce que beaucoup soupçonnaient. La tyrannie de Ferdinand n'était pas seulement politique, elle était née de son humiliation intime, de décennies de honte transformées en haine. La mort du roi ne résolut rien. Son héritière désignée, Isabella II, n'était peu, être pas son enfant biologique. Cette incertitude devint le ferment de guerre civile.
Les partisans de son frère Don Carlos crièrent à l'illégitimité et déclenchèrent les guerres carlistes, plongeant l'Espagne dans le sang. Ainsi, le dysfonctionnement sexuel d'un homme engendra des décennies de chaos national. Maria Cristina, devenue régente, dut gouverner entourée de rumeurs sur la paternité d'Isabella. Ses lettres privées montrent une femme brisée, hantée par les années passées sous la surveillance délirante de Ferdinand. Elle écrivit qu'elle se sentait toujours observée, même dans ses rêves. Ses enfants grandirent dans une atmosphère de suspicion permanente, héritage direct du climat que Ferdinand avait imposé. Pendant ce temps, l'Espagne s'écroulait. Les colonies américaines s'étaient émancipées, ruinant la couronne. Les caisses étaient vides, le prestige disparu. L'Europe voyait dans Madrid une cour grotesque, théâtre de rumeurs sexuelles et de paranoïa politique. La monarchie espagnole, jadis l'une des plus puissantes, était devenue objet de moqueries dans les journaux satiriques de Paris ou Londres. Mais c'est surtout l'héritage intime de Ferdinand qui resta gravé. Ses 3 épouses mortes, ses fausses grossesses, ses obsessions médicales et ses rituels absurdes avaient démontré comment l'intime pouvait contaminer le politique. Ce qui aurait dû rester une tragédie privée avait défiguré un royaume entier. Son incapacité à concevoir un héritier ne fut pas seulement une affaire dynastique, elle empoisonna ses alliances, accéléra l'indépendance de ses colonies et alimenta la guerre civile. Les générations suivantes murmurèrent encore sur la malédiction de Ferdinand. Les serviteurs qui avaient vu ses coussins, ses instruments et ses colères racontèrent en secret des anecdotes effroyables. Certains assurèrent que le roi était mort fou, obsédé par le ventre de ses épouses. D'autres disaient qu'ils croyaient que sa difformité était la marque du diable. Dans le folklore espagnol du XIXe siècle, Ferdinand VII devint une figure hybride, à mi-chemin entre tyran historique et monstre légendaire. Aujourd'hui, les archives secrètes rappellent à quel point le destin d'une nation peut être façonné par la chair d'un seul homme. Ferdinand incarne la tragédie d'une monarchie absolue qui confondait pouvoir et personne. Ses humiliations devinrent loi, ses obsessions devinrent répression, sa honte devint tyrannie. Il n'a laissé ni héritier biologique certain, ni royaume stable. Seulement une Espagne fracturée, en guerre avec elle-même. Le médecin royal qui, en 1834, scella dans du formol l'organe monstrueux du défunt roi, comprit peu, être mieux que quiconque l'ironie de l'histoire. Ce n'était pas seulement un fragment de chair qu'il préservait, mais le symbole d'un règne entier, difforme, disproportionné, destructeur. Ferdinand VII, l'homme qui n'avait jamais su maîtriser son propre corps, avait entraîné son pays tout entier dans sa chute. Ainsi s'acheva l'histoire du « roi monstrueux ». Son nom ne survécut pas comme celui d'un bâtisseur ou d'un conquérant, mais comme une parabole. Quand la honte privée devient pouvoir public, c'est une nation entière qui en paye le prix. L'Espagne mit des générations à se relever des ruines qu'il laissa. Et dans les caves du Vatican, scellées à jamais, repose encore la preuve physique de ce règne déformé, monument morbide au plus intime des despotismes.